vous souhaitiez nous plonger dans son récit occulté, et nous raconter ce que cela traduit aujourd'hui de la presse française plus largement. Oui, Christine, Edoui Plenel, vous le savez, la figure tutélaire du journalisme français, cofondateur de Mediapart, a marqué les esprits par son aura d'enquêteur implacable. Mais derrière cette façade du chevalier blanc pour toute la gauche, se cache pourtant une face bien plus sombre. Plenel, avec son verbe haut, s'est construit une image de gardien de la vérité. Pourtant, le livre, justement, de Gilles Geethner, paru chez Fayard au mois d'avril, en ce mois, dévoile un portrait bien moins reluisant. Derrière le journaliste d'investigation, il y a un militant, un idéologue dont les méthodes flirtent souvent avec l'acharnement et la manipulation. Geethner, qui a connu un Plenel personnellement puisqu'il a publié son premier livre en 1991, il faut le souligner, ne se contente pas d'une charge gratuite. Il documente, il dissèque. La façon, c'est simple, elle commence très tôt, dès 1972, puisque le jeune Plenel, alors âgé de 20 ans, militant trotskiste à la Ligue communiste révolutionnaire, Plenel signe sous un pseudonyme, celui de Joseph Grasny, un article dans la revue Rouge à la suite, vous le savez, de la prise d'otages meurtrière des Jeux Olympiques à Munich par le commando palestinien Septembre Noir. 11 athlètes israéliens sont assassinés. C'est un véritable carnage. Que fait donc Plenel ? Il écrit dans la revue Rouge « Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir ». Pas une larme donc pour les victimes de la part de Plenel, mais une justification froide du terrorisme au nom d'une cause qu'il juge supérieure. Mais ces mots, on les exhumera uniquement qu'en 2008, qui révéleront donc un romantisme révolutionnaire qui ne s'est jamais totalement éteint. Lui, il tentera de minimiser en 2018 en disant cette phrase quand même assez troublante, que c'était une position courante dans l'extrême gauche de l'époque. Cette inclination, évidemment, elle se retrouve dans sa carrière au Monde, chez qui il est journaliste, puis il dirige cette rédaction de 1996 à 2004. Et Plenel, en 1991, également, on oublie souvent, il a publié un article où il affirme tout simplement que le Parti socialiste était financé par le dictateur panaméen Noriega. C'était un faux grossier. Alors plutôt que d'assumer, il a laissé à ce moment-là le directeur du journal endosser la faute. En 2003, il y a l'affaire Baudis qui marque un sommet. Sur la base de témoignages douteux de prostituées et d'un article signé par son ami Jean-Paul Besset, Plenel accuse Dominique Baudis, alors président du CSA, d'actes sordides dans une maison du lac à Toulouse. Tout est faux. Archi faux, démonté par une contre-enquête de l'Express. Baudis brisé meurt en 2014. Son fils Pierre accusant Plenel d'avoir tout simplement détruit sa famille. Geethner pointe également dans son livre l'acharnement. Roland Dumas, ministre de Mitterrand, est ciblé par pas moins que 52 unes ou appels de une du journal Le Monde entre 1997 et 2001 pour une affaire Elf. Relaxé en 2003, il est malgré tout jugé non innocent par Plenel qui méprise alors ouvertement la justice. Idem, on s'en souvient, dans l'affaire Bettencourt, Sarkozy et Wörth, blanchis, sont dénoncés par Mediapart comme victimes d'une justice malade. Cette posture de juge autoproclamé, Christine, au-dessus des institutions, trahit une véritable dérive. Pour Plenel, la fin, c'est-à-dire démasquer les puissants, justifie absolument tous les moyens, y compris la présomption de culpabilité. Son soutien également à des figures controversées complète le tableau. Proche de Dominique de Villepin, on l'a vu récemment avec un interview publié dans Mediapart qu'il défend bec et ongle dans l'affaire Clearstream en 2009, au point de troubler également ses propres amis. Il minimise alors les accusations contre cet allié politique. Plus troublant encore, son appui à Tariq Ramadan, intellectuel islamiste, avant que des scandales ne l'éclaboussent, interroge ses choix. Plenel, il incarne, il faut le savoir, un indigénisme et une haine de la France forte, héritée de son enfance en Martinique et de son tropisme révolutionnaire. Sa face d'ombre, c'est cette fusion entre journalisme et militantisme où la vérité devient un outil au service d'une idéologie. Quelle a été la force de Mediapart ? Comment expliquer que Mediapart soit aussi puissant ? Alors il faut le reconnaître, Mediapart a une force de frappe considérable et sait parfaitement surtout s'ériger en parangon de la vérité pour cacher ses objectifs militants.
Tout bon homme politique aujourd'hui redoute cette affaire. Bonjour, je suis journaliste chez Mediapart. Mais il faut comprendre l'efficacité de son modèle pour saisir en quoi Mediapart reste unique, et il y en a 3. D'abord, lancé en 2008 par Plenel et une poignée de fidèles, il a redéfini le paysage médiatique français. En 17 ans, le site est passé de 10 000 abonnés payants à près de 245 000, faisant de lui le 3e quotidien en France derrière Le Monde et Le Figaro. C'est une garantie d'autonomie et liberté qui lui permet de frapper fort puisqu'il n'a pas de publicité. L'affaire Cahuzac en 2013, où le ministre du Budget est poussé à la démission pour un compte caché en Suisse, est un coup de maître. Après l'affaire Bettencourt, s'ensuivent ensuite les affaires Karachi ou encore Sarkozy, une affaire sortie opportunément dans l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle et dont l'ancien président subit encore l'acharnement judiciaire qui en a suivi, avec de véritables angles morts dans le dossier. Ensuite, il y a la méthode Plenel. Geithner, dans son livre, le décrit comme un homme qui enlève, je cite, qui enlève la moquette, le parquet et les solives pour exposer la vérité brute. Cette ténacité a allié à un réseau fait de Mediapart une machine de guerre. On se souvient récemment l'affaire de Rugy en 2019, où le ministre est acculé pour des dîners fastueux, illustre cette force de frappe. 16 articles en rafale, une pression médiatique qui force la démission, même sans suite judiciaire, il faut le rappeler. Idem pour Amélie Oudéa-Castéra, qui en 2024 est ciblée pour ses choix scolaires. Mediapart ne se contente pas d'informer, il détruit. Alors il est soutenu aujourd'hui par une rédaction militante qui en fait le porte-voix de l'extrême gauche. Mais vous savez, Christine, cette puissance, c'est aussi une faiblesse pour Mediapart. En s'érigeant en tribunal populaire, le site alimente parfois un poujadis, celui du tous pourri qui finit par profiter à la droite. Une ironie pour un média ancré à gauche. Qu'est devenu Éric Tegner, Mediapart, depuis le départ d'Edoui Plenel? N'a-t-on pas l'impression que ces dernières années, ils ont totalement réorienté leur ligne éditoriale vers une sorte de wokisme absolu? Absolument, Christine. Mediapart, depuis le départ d'Edoui Plenel, mais même avant, en réalité, est devenu l'illustration parfaite de cette dérive idéologique de la presse de gauche, sombrant sans retenue dans le wokisme. Ce journal, autrefois reconnu quand même pour quelques enquêtes rigoureuses, est aujourd'hui devenu une chambre d'écho pour toutes les obsessions identitaires d'une gauche en crise, incapable de penser autrement que par la fragmentation des luttes. Alors le changement de ligne, il s'est opéré donc de manière progressive, mais il a connu une accélération manifeste depuis 2020. Mediapart, il a troqué son ambition initiale de contre-pouvoir pour un militantisme permanent autour des questions de genre, de race, de décolonialisme, des luttes LGBT+, à tel point qu'on peine aujourd'hui à distinguer l'information de la tribune idéologique lorsqu'on consulte le site de Mediapart. Prenons par exemple un article du 29 avril 2024 intitulé « Soutien à la Palestine, Gabriel Attal agite l'épouvantail wokiste ». Mediapart y moque à ce moment les critiques du Premier ministre envers le discours woke qui aurait contaminé certains campus. Non seulement l'article valide cette lecture comme une invention de la droite, le wokisme n'existe pas, mais il en profite pour légitimer des manifestations radicales dans les universités, minimisant évidemment les dérives communautaristes qu'elles peuvent engendrer. Mais ce qui trahit le plus clairement le tournant de Mediapart, c'est sa ligne éditoriale sur les questions de genre. La création d'un poste de gender editor en 2020 n'est pas anecdotique. Cela a coïncidé avec une explosion du nombre d'articles centrés sur les luttes trans, les questions de non-binarité ou les revendications autour des pronoms. Des sujets qui occupent une place disproportionnée sur le site de Mediapart par rapport aux grands enjeux économiques et sociaux. En janvier 2025, très récemment, un article entier consacré aux questions LGBT qui reviennent au collège dans le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, et dans lequel tout simplement il critique le militantisme. Toute critique du militantisme LGBTQIA+ est assimilée à une attaque de l'extrême droite, et qui se réjouit dans cet article de la suppression du droit de regard des parents sur cette question. C'est une hyper focalisation, Christine, sur les thématiques identitaires qui traduit non seulement une perte de repères éditoriaux, mais surtout une crise plus profonde de la presse de gauche qui est incapable de proposer un projet éditorial cohérent et qui rassemble. Mediapart est devenu aujourd'hui l'outil d'un morcellement idéologique qui préfère déconstruire
plutôt que construire. Alors l'héritage de Plenel, pour terminer, portait encore une vision universaliste, celle du citoyen face au pouvoir. Depuis son départ, ce n'est plus le pouvoir qu'on questionne, mais l'homme blanc, hétérosexuel et l'idée d'universalisme elle-même. Mediapart n'enquête plus, il milite, il ne cherche plus la vérité, il relaie une doxa. Il ne dérange plus le pouvoir, il s'intègre dans une matrice militante qui tourne en boucle. En ce sens, oui Christine, Mediapart est bel et bien devenu l'un des symboles de la dérive woke de la presse française. Et cela en dit long sur la faillite intellectuelle d'une gauche qui, faute de vision, se raccroche à ses lubies identitaires comme à une bouée de sauvetage idéologique. Quelle analyse. Quelqu'un demande sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes le fils caché de Donald Trump ? Votre coiffure peut-être. Pas caché du tout. Alors je suis beaucoup trop maigre pour pouvoir ressembler à Donald Trump. Peut-être la cravate. Et je suis plus poli, heureusement.